Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal par le Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni hier mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de ce conseil, plusieurs points dont la lutte contre le terrorisme et la cohésion sociale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. Voilà le thème de la CGC Academy 2016. Le rendez-vous est prévu démarrer aujourd'hui même, 21 avril, et ce jusqu'à demain, vendredi 22 avril. Avant cette autre rencontre pour la quête de start-up, les dirigeants de la CGC Academy que nos reporters ont rencontrés situent ici les enjeux de l'édition en 2016 et surtout la qualité des invités. On en parle avec Noël Niagno. Détection de jeunes entrepreneurs, développement de l'esprit d'entrepreneuriat. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, remet le couvert pour la 5e fois avec le thème « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui cherchent les bons projets. CGEC Academy 2016 va expliquer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ne vous freinez pas dans votre volonté d'entreprendre. Ne vous freinez pas dans votre volonté de présenter des projets. Car aujourd'hui, l'argent se trouve partout. Et quand vous avez un bon projet, vous allez trouver forcément des investisseurs qui vont financer la réalisation de ce projet. Mais au fait, c'est quoi un bon projet et quel est le potentiel d'opportunité de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a environ 30 à 40% d'Ivoiriens qui ont accès à l'eau potable. Celui qui vient investir dans l'eau potable en Côte d'Ivoire, il est en train de s'adresser à un marché de 70% de 24 millions d'habitants. C'est une opportunité. N'importe quel investisseur qui touche n'importe quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire, ça va lui assurer sa rentabilité. Il y a des variables qualitatives qui font qu'un investisseur trouve tel projet bon ou mauvais. Vous pouvez avoir le meilleur projet, mais si vous êtes un promoteur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, qui a une mauvaise réputation dans la vie, vous êtes quelqu'un qui ne rembourse jamais vos prêts, vous êtes quelqu'un toujours endetté, le projet n'est plus bon. Aujourd'hui, dans l'analyse des investisseurs, il y a une translation qui est en train de se faire vers les éléments quantitatifs pour pouvoir qualifier qu'un projet est bon ou mauvais, vers les éléments qualitatifs. Pour ce potentiel-là, un invité spécial, l'île Maurice, et des financiers de renom. L'île Maurice, numéro 1 dans le Doing Business, c'est un modèle de bonne gouvernance, c'est un modèle d'expertise en termes de services financiers. L'île Maurice sait aujourd'hui collecter des fonds et venir financer tous les projets partout dans le monde entier. En plus de l'île Maurice, vous allez avoir d'imminents hommes d'affaires qui sont des hommes d'affaires à succès pour financer les projets en Afrique. La CGEC Academy 2016 s'ouvre dès ce jeudi pour prendre fin vendredi. Présent récemment à Washington pour prendre part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été l'invité de plusieurs panels, dont ceux sur la place des infrastructures économiques dans les investissements et de la MIGA, l'Agence internationale de garantie des investissements. Le Premier ministre a partagé le secret de la réussite du gouvernement ivoirien tout en invitant les investisseurs américains à choisir la destination en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi revient de Washington. Aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 2016, la question des infrastructures économiques y a une place de choix. Au cours de la table ronde, comme des panels réservés à cet effet, les plus hauts dirigeants des banques multilatérales de développement, les partenaires au développement et les représentants des G20, G24, G77 ont planché sur les mécanismes de collaboration multilatérale dans le but d'accélérer le développement des infrastructures dans le monde. Car au moins 663 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et le tiers au moins de la population rurale dans le monde n'est pas desservi par des routes en toute saison. Daniel Kablan-Duncan, invité à y prendre la parole pour partager l'expérience ivoirienne, dira que son pays se préoccupe de la question en fournissant de gros efforts en matière d'énergie, de création de routes et de services d'eau potable dans une dynamique partenariat public-privé. Des efforts qui ont besoin d'être soutenus.
L'exemple ivoirien en matière de progrès économique. Les réunions de printemps en ont demandé, obligeant Daniel Kablan-Duncan à employer tous les moyens pour répondre présent. Invité de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, le Premier ministre ivoirien a tout simplement convaincu sur la vision du président Alassane Ouattara qu'il est chargé de traduire dans les faits. À la fin du panel, la Côte d'Ivoire devient plus que jamais un sujet d'intérêt. Ce sont des résultats qui sont commandables et c'est des résultats qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Donc je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse donner l'exemple en région ouest africaine afin que d'autres pays prennent le pas et suivent son exemple. On a une présence de très longue date en Côte d'Ivoire. Nous avons connu les heures difficiles et nous sommes très heureux de voir le pays qui connaît une résurgence forte et nous sommes très heureux d'être associés à ce succès. Ce que je retiens, c'est que c'est la question qu'a posée un Guinéen à monsieur le Premier ministre et où monsieur le Premier ministre a exprimé que les choses les plus importantes, les ingrédients les plus importants du succès de la Côte d'Ivoire, ce sont la vision et le peuple ivoirien et la capacité du peuple ivoirien. Et c'était ces points-là qui l'ont le plus, comment dirais-je, ému. Les garanties d'investissement de la MIGA ont permis de mobiliser plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des 5 dernières années. Et la MIGA devrait accompagner dans la dynamique le pays pour le financement de son PND 2016-2020. Ici à Abidjan, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA, a ouvert ses portes hier mercredi en présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, du ministre ivoirien du tourisme et de plusieurs personnalités du monde du tourisme. Avec plus de 100 pays représentés, l'innovation majeure de cette 6e édition est le Forum des hébergements et plusieurs circuits touristiques. Prévu du 20 au 24 avril prochain, cet événement incontournable est une porte ouverte sur la Côte d'Ivoire et le reste des pays africains. On en parle avec Patricia Oumouitia. Ça y est, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Avec plus d'une centaine de pays représentés et près de 5000 exposants, le CITA bénéficie depuis plusieurs années d'un positionnement très qualitatif. L'édition 2016 du CITA offre la visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Il y a toujours des améliorations à apporter et puis un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Le CITA deviendra un événement important sur le plan africain et international. Nous allons soutenir cette initiative dans les années à venir et je suis reconnaissant envers le ministre du Tourisme qui nous a offert l'opportunité de prendre part à cette exposition. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très apprécié pour son tourisme d'affaires et de loisirs. Le gouvernement a énormément investi dans le secteur avec plus de 140 milliards de francs CFA. Le Salon international du tourisme d'Abidjan fait partie des rendez-vous à honorer dans le calendrier touristique. Point de ralliement des acteurs du tourisme, cette 6e édition est riche en innovation avec les stands des exposants qui rivalisent de savoir-faire. Démarré en septembre 2011, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest prend fin en juin prochain. Ce projet, initié par la CEDEAO, est financé par la Banque mondiale. Il vise à améliorer la productivité agricole en favorisant l'intégration régionale. 5 ans après sa mise en œuvre, 1 million de paysans a vu sa production augmenter dans plusieurs spéculations comme le maïs, la banane plantain, l'élevage de porc. Toutes ces informations ont été communiquées hier mercredi lors d'un atelier bilan à Abidjan. C'est ce que nous dit notre reporter Francis Boifo. Initié pour réduire l'insécurité alimentaire et augmenter les revenus des paysans, les résultats du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, sont satisfaisants 5 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Plusieurs technologies ont été générées pour augmenter la productivité agricole.
Nous avons généré environ 40 technologies dans tous les domaines qui permettent une augmentation entre 30 et 150%. Initialement, on nous demandait une augmentation de 15%. Et ces technologies partent depuis la banane plantain jusqu'aux élevages de porcs et de volailles traditionnels, en passant par le manioc, le maïs, le riz et l'igname. 1 million de personnes bénéficient déjà de la mise au point de ces technologies financées par la Banque mondiale. Ils m'ont donné 5 hectares de boutures. Ils ont fait le labour et j'ai commencé à travailler. J'ai 5 hectares de manioc, un grand champ qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de ressources. J'ai reçu un noyau de 10 cochettes plus 2 verras. Il faut dire qu'avec ces nouvelles races de porcs que nous avons, ils évoluent très vite. Et donc là où vous devez produire votre porc sur, je peux dire, 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois avant d'avoir les 100 kilos, aujourd'hui, tout au plus en 6 mois, tout au plus, sinon même en 5 mois, on a les 100 kilos. Démarré en 2011, le PPAO-WAP initié par la CEDEAO prend fin en juin prochain. Les responsables de ce projet souhaitent la vulgarisation des technologies agricoles dans l'espace communautaire ouest-africain. La direction régionale de l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural du Centre-Est, bénéficie d'un nouveau siège. Cet édifice, situé en plein cœur du quartier Plateau d'Abengourou, a été officiellement inauguré en présence des autorités locales et des dirigeants de cette structure partenaire du monde rural. Honorine Agnigori. C'est un bâtiment flambant neuf, construit sur une superficie de 5000 m² et d'un coût de réalisation de 117 millions de francs CFA, qui va désormais abriter les services de la direction régionale de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural du Centre-Est à Abengourou. Il dispose de 22 bureaux et d'une salle de réunion. Pour le professeur Kwame Brou, président du conseil d'administration de l'ANADER, ce nouveau siège répond au souci d'offrir un cadre de travail agréable aux agents afin de leur permettre d'avoir un meilleur rendement. Il a félicité le directeur général, Sidiki Sissé, et son équipe qui ont entrepris de faire de cette agence une structure performante au service du développement du monde agricole. En plus de ce siège, le parc automobile de l'ANADER a été renouvelé. Le préfet de région, Fadi Ouattara, qui présidait cette cérémonie, a salué cette action louable des dirigeants de l'ANADER et exhorté les agents à redoubler d'ardeur au travail pour relever le défi de l'excellence. Il a également saisi cette occasion pour relever le rôle important que joue cette structure dans l'encadrement du monde rural. Surtout, celui d'avoir permis aux producteurs de cacao d'accroître leur production et celui de faire de la Côte d'Ivoire le numéro 1 de la production du cacao dans le monde. Hors de nos frontières, en Gambie, 3 opposants ont trouvé la mort en détention. Ils avaient été arrêtés le 14 avril dernier lors d'une manifestation pacifique. Parmi eux, Solo Sandeng, l'un des leaders du Parti démocratique uni. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclame l'ouverture d'une enquête approfondie et indépendante sur ce drame. Des ONG telles Amnesty International, Human Rights Watch et Article 19 ont dans un communiqué conjoint dénoncé les dérives du régime gambien. On en parle avec Christelle Nyawa. Son reportage est commenté pour vous par Sidonie Davila. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit très inquiet de la situation en Gambie après la mort en détention de 3 opposants, dont Solo Sandeng, l'un des leaders de l'opposition. Ban Ki-moon, le patron des Nations Unies, exige également la libération immédiate des blessés détenus pour avoir participé à une marche interdite le 14 avril dernier visant à contester certaines décisions politiques du régime au pouvoir, notamment la nomination récente d'un proche du chef de l'État à la tête de la commission électorale, la multiplication par 10 de la caution de candidature au poste de président de la République. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994, le président Yahya Jammeh est accusé par les ONG Human Rights Watch, Article 19, Amnesty International et cette semaine par le département d'État américain de disparition forcée, de harcèlement de la presse et des défenseurs des droits de l'homme, des accusations qu'il a régulièrement rejetées.
En bref et en images, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, redoutait hier mercredi jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche à Kalamata en Grèce après avoir été secourus la veille en haute mer ont raconté avoir assisté à ce naufrage, alors que les départs de Libye et dans une moindre mesure d'Égypte enregistrent depuis quelques semaines, comme chaque année à cette saison, une forte progression. Ce drame fait redouter une nouvelle année meurtrière en Méditerranée, dont la traversée a déjà coûté la vie à 761 personnes depuis janvier, selon l'Organisation des Nations Unies. Au Tchad, l'inquiétude grandit chez les familles des membres des forces de sécurité dont on est sans nouvelles depuis l'élection présidentielle. L'opposition parle d'une soixantaine de personnes qui manquent à l'appel avec un point commun, ils n'auraient pas voté pour le président sortant Idriss Déby à la présidentielle. Les familles s'inquiètent, les associations des droits de l'homme interpellent les autorités. Le ministre de la Communication a expliqué que tous ceux dont les noms ont été évoqués sont bien vivants et à leur poste, ce qui est loin de rassurer leurs proches. Des festivités sont organisées pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril. Mais le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'entend pas commémorer l'événement aux côtés des autorités togolaises, même si une invitation lui a été adressée. Pour lui, les conditions ne sont pas réunies et il ne compte pas jouer les faire valoir. En Syrie, les Nations Unies ont commencé hier mercredi l'évacuation de 500 personnes blessées ou malades et des membres de leurs familles de plusieurs villes assiégées par les forces du régime ou par les rebelles. Par ailleurs, l'agence de l'ONU pour les réfugiés se dit très inquiète pour le sort de 40 000 Syriens qui ont fui à Alep récemment. Barack Obama a entamé hier mercredi ce qui devait être sa dernière visite en Arabie Saoudite en tant que président des États-Unis. Un déplacement difficile car l'allié historique des États-Unis n'a pas digéré l'ouverture de Washington vers Téhéran. Ce jeudi, 21 avril donc, le président américain participe au sommet du Conseil de coopération du Golfe qui réunit 6 pays du Golfe et qui fait suite à celui tenu il y a un an à Camp David aux États-Unis. Un rendez-vous boudé à l'époque par le roi Salman. Et puis pour terminer, on revient ici en Côte d'Ivoire où un car de la compagnie UTB s'est renversé à 10 km de Yamoussoukro. Cet accident a fait 55 victimes, dont 10 morts. Les sapeurs-pompiers militaires et le SAMU Yamoussoukro sont intervenus pour évacuer les victimes au CHR de Yamoussoukro. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances du drame. C'est ici qu'on s'arrête. La suite avec Mariam Touré.